l'émission de Mediapart qui parle du coup du film qu'ils ont sorti, qui s'appelle Personne n'y comprend rien, on le voit écrit derrière. Donc là, les deux personnes sur le plateau de Mediapart pour parler du film, du coup, Personne n'y comprend rien sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. C'est donc les deux journalistes qui ont participé à sortir l'affaire, qui ont creusé, qui ont littéralement fait tout le travail d'enquête journalistique pour Mediapart. Du coup, Fabrice Arfi qui est derrière. Là, on voit du coup Lesque, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'autre journaliste, et du coup Yannick Kergoat, qui est du coup le réalisateur, qu'on voit pas mais qui est derrière ce journaliste. Voilà. Et bonjour à tous les trois. Bonne année à vous. Année qui commence pour vous en fanfare avec un procès historique que vous couvrez, Fabrice et Karl, de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir fait financer sa campagne de 2007 par le pouvoir de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, assassiné en 2011, et avec un film produit par Mediapart et qui sort ce mercredi 8 janvier dans les salles de cinéma partout en France avec de nombreuses projections débats à Paris et dans toutes les régions dès ce mardi en fait, avec des avant-premières, et à partir de demain, jour de la sortie, le 8 janvier. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. Ce qui est assez ouf, c'est qu'il remonte vraiment comment dire, à l'origine un peu, l'origine story de Sarkozy avec les baladuriens sous Chirac dans les années 90, etc. Avant qu'il devienne ministre de Chirac. Et c'est assez. Et déjà, en fait, le personnage principal de cette enquête, qui s'appelle du coup Ziad Takieddine, dont ils ont sûrement parlé, il est déjà impliqué dans l'affaire de l'affaire Karachi, où c'était un deal entre Balladur et les Pakistanais, dans laquelle Takieddine a fait l'intermédiaire, etc., pour financer la campagne de Balladur en 88, du coup. 88, c'est ça. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent ? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Qui peut croire ? Quand même, ils ont bien choisi leur date. Hein. 2 jours après l'ouverture de son procès. Croire à une fable pareille, dit Nicolas Sarkozy. Yannick Kergoat, vous réalisez des documentaires. Ici, à Mediapart, nous en faisons aussi, mais nous faisons plus souvent des enquêtes écrites. Pourquoi cette affaire était particulièrement adaptée pour être racontée au plus grand public dans un film qui est diffusé dans les salles ? Alors, je ne sais pas si elle est particulièrement adaptée. C'est un sujet complexe. Ouais. Au contraire, j'ai presque envie de dire, c'est pas très adapté à faire un film documentaire, parce que c'est quand même assez difficile de la résumer. Mais c'était important d'en faire un film en salle. Peut-être pour 2 raisons. D'abord, la première raison, vous la citez, elle est dans le titre. Personne n'y comprend rien, quoi. Donc, on a pris, c'est une déclaration de Nicolas Sarkozy, dont l'entièreté, c'est les Français seraient bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. Personne n'y comprend rien, et qui peut-être résume aussi assez bien ce qu'a été peut-être l'opinion, enfin la façon dont majoritairement, médiatiquement, l'affaire a été traitée pendant ces années. Donc, surtout qu'en fait, je pense qu'il compte sur le fait qu'il a tellement d'affaires au cul. Il y en a 4 ou 5 en tout, je crois, entre l'affaire Big Malion, l'affaire Bismuth, l'affaire Kadhafi. Sa campagne de 2012, elle a été aussi financée illégalement. Du coup, ouais, en fait, je pense qu'il se rend pas compte, c'est que la plupart des Français, même s'ils comprennent rien au procès ou quoi, ils sont en mode, mais mec, t'as accusé tellement de trucs, t'as accusé tellement de corruption de partout que en fait, on va pas t'écouter, quoi. Qui arrête de nous parler. En tout cas, lui, il s'en fout d'être jugé, etc. Ce qui compte, c'est l'opinion publique. Et il essaie de gagner là-dessus depuis des années et ça marche pas tellement.
Et en plus, dans le film, ils en parlent très bien, mais c'est un des personnages les plus protégés par la sphère médiatique en France, Sarkozy. Et en fait, ils en parlent, il y a un passage où Ziad Takieddine qui a accusé Sarkozy pendant des années, d'un jour à l'autre, il se rétracte. Il y a la vidéo qui sort sur BFM, Paris Match, je sais pas quoi. En fait, ça se voit que ça pue le truc monté à l'arrache, où ils ont juste dit, vas-y, mets-toi sur un bout de béton dans la rue et on te met un micro-cravate à l'arrache et c'est parti, quoi. Donc c'est assez, la manipulation journalistique autour de son cas, elle est assez vénère. Et c'est pas, là je peux pas, c'est pas de la diffamation puisqu'ils ont été condamnés tous. Public certainement pas assez informé, en tout cas pas les lecteurs de Mediapart, mais plus largement autour. Et donc un procès qui s'ouvre hier, qui s'est ouvert hier et qui va durer près de 4 mois. Donc l'occasion, de faire le point, de faire le bilan et de raconter cette affaire le mieux possible. Fabrice et Karl, cette idée de faire ce film, en fait, elle trottait dans la tête depuis longtemps. Pourquoi c'était important de faire ça ? En fait, tu l'as dit, 160 articles qui sont écrits au fil de l'eau, au fil de notre enquête, au fil de nos découvertes, et donc qui ne sont pas cohérents d'une certaine manière quand on les met bout à bout, puisqu'on découvre une chose qui a un lien avec telle date, on en découvre une autre qui a un lien avec une autre date. Donc l'accumulation de cette masse-là peut perturber la compréhension. Donc il y avait une nécessité au moment de l'ouverture d'un procès historique. C'est jamais arrivé dans l'histoire de France qu'un ancien président, 3 anciens ministres soient accusés d'avoir été corrompus par une dictature. C'était le bon moment pour tout remettre en ordre en allant sur le terrain de Nicolas Sarkozy. Puisque c'est ce que dit Yannick. En fait, cette histoire, médiatiquement, paradoxalement, un peu dur à comprendre, mais c'est comme ça, elle a essentiellement vécu pendant 14 ans, depuis nos premières révélations, par la force des démentis de Nicolas Sarkozy, qui a bien sûr le droit de se défendre, mais il est quand même allé 30 minutes, quasiment 30 minutes aux 20h de TF1 après une mise en examen, 45 minutes sur BFM après une autre mise en examen, c'était pour association de malfaiteurs en 2020. Il fait ce qu'il veut, mais je ne crois pas que ces deux chaînes aient consacré 27 minutes là ou 45 minutes ici pour expliquer les faits. Donc en fait, la défense... Mais c'est ça en fait, c'est qu'il est tellement... C'est là où on dit qu'il est ultra protégé par la sphère médiatique. C'est qu'en fait, ce mec-là, il y a eu une abondance de sa parole dans les médias pour se défendre, c'est son droit, mais en face, il n'y a pas eu une abondance d'informations pour expliquer ce qui se passait. Et pourquoi il y avait des gens qui l'accusaient, quelles étaient les preuves ou quoi. Parce qu'il y a des accointances, encore une fois, entre les gens qui dirigent les médias et les journalistes eux-mêmes, avec ces gens qui ont du pouvoir, comme Nicolas Sarkozy. Et ils en parlent très bien, encore une fois, dans le film. Ils expliquent que, du coup, Sarkozy il fait partie du conseil d'administration du groupe Lagardère. Le groupe Lagardère, c'est eux qui détiennent BFM, je crois. Donc, c'est quand même assez problématique, quoi. En termes de séparation des pouvoirs, on a fait mieux, quoi. De Nicolas Sarkozy a pu être déroulée sur le tapis de l'ignorance du grand public, sur la simple compréhension de cette histoire. C'est pourquoi on s'est mis avec Karl, avec Michael Achdenberg pour écrire le film en compagnie de Yannick qui l'a réalisé, pour d'une certaine manière, pardon de l'expression, mais remettre l'église au milieu du village, de dire en fait, il y a des faits, il y a des témoignages, il y a des documents, beaucoup de documents, il y a une cohérence, il y a un début, un milieu, une fin. On va vous la raconter pour qu'au moment où tout le monde va parler, y compris dans le monde entier, il y a 270 journalistes accrédités au procès Sarkozy-Kadhafi, donc 40% de la presse étrangère. Et que le plus grand public ait toutes les clés pour comprendre, mais ce film n'est pas un procès. C'est pas le procès de Nicolas Sarkozy. Nous, on n'est pas là pour dire il doit être condamné. Mais on va vous expliquer ce qu'il y a dans cette affaire. Karl, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on voit à l'audience qu'il n'est pas seul. C'est ça qui est... Ce qui est intéressant, c'est que tu sens à travers là ce qu'ils sont en train de dire et à travers ce qui est raconté dans le film, à quel point en fait ils ont été attaqués par Nicolas Sarkozy, par le clan Sarkozy en justice, et à quel point ils sont obligés de se couvrir à fond en mode non, on n'est pas juge, nous on est juste là pour apporter notre point de vue journalistique avec les preuves qu'on a récoltées pendant nos enquêtes. Et par exemple, il y a un document qui l'incrimine énormément. Ils ont passé, je crois, ils ont été voir 45 personnes pour authentifier le document avant de se faire attaquer par Sarkozy, Claude Guéant aussi, je crois, pour dire comme quoi c'était un faux et en fait non. Et à chaque fois, Mediapart a gagné ses procès, quoi. C'est un peu une leçon d'enquête journalistique quand même.
Tout un réseau, il y a une famille presque, il y a trois autres ministres, il y a des intermédiaires dont il est proche, etc. Donc c'est tout un clan en fait qui est à l'audience, et c'est un clan qui s'est défendu en fait. C'est vrai que c'est un clan qui s'est défendu depuis 2011, depuis qu'on un rouleau compresseur en fait de communication. Espèce de rouleau compresseur de communication. Nicolas Sarkozy lui-même a dit, si c'était une série, on dirait que le scénario est invraisemblable, ce qui est intéressant justement, une façon de déréaliser comme ça les choses. Prenons-le au mot quand même pour faire comprendre à celles ou ceux qui se demandent si ce film va les aider à comprendre vraiment cette affaire. Fabrice, si c'était une série, quel en serait le synopsis? Parce qu'en fait, quand on regarde le film, on se dit que c'est assez simple, en fait, cette histoire. Mais d'ailleurs, en plus, c'est notre métier de rendre accessible au plus grand nombre ce qui apparaît complexe. L'histoire, elle est assez simple. En fait, la justice, aujourd'hui, des policiers spécialisés, des procureurs, du parquet national financier, des juges d'instruction, qui ont rendu, au terme de 10 ans d'instruction judiciaire, un rapport de synthèse extrêmement corpulent, solidement charpenté, de 557 pages, disent qu'il y a eu, entre 2005 et 2007, un pacte de corruption présumé qui s'est noué entre le cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et la dictature libyenne de Mouammar Kadhafi, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007. La justice dit, est-ce qu'il y a eu des sollicitations pour la campagne présidentielle? La réponse est oui, d'après l'accusation. Est-ce qu'il y a eu des rencontres secrètes, y compris avec des hommes recherchés par la France, notamment un terroriste d'État, Abdallah Senoussi? Ouais, c'est une dinguerie, c'était le beau-frère de Mouammar Kadhafi, et c'est le mec responsable d'un attentat contre la France quand même. C'était avec lui, Brice Hortefeux je crois, et Claude Guéant il a rencontré ce mec-là en tout cas avec l'intermédiaire du coup de Ziad Takieddine. Un dignitaire libyen qui a été condamné à la perpétuité à France pour un attentat contre l'avion de ligne DC-10 UTA qui a fait quand même 170 morts, et que les plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont rencontré secrètement à Tripoli. C'est Claude Guéant et Brice Hortefeux, juste avant un virement d'ailleurs qui va être envoyé sur un compte offshore d'un proche de Sarkozy aux Bahamas, qui écrira sur une note de calendrier juste avant de recevoir les fonds, NS Campagne. Ouais, alors c'est pas n'importe quel proche de Nicolas Sarkozy, ce gars-là. Comment il s'appelle, Godet, un truc comme ça. C'était son bras droit quand il était à la mairie de Neuilly, à l'époque de Balladur, justement, dans les années fin 80, début 90. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment un de ses plus proches collaborateurs depuis le début, quoi. Et ce mec-là a reçu de l'argent de la Libye. Et il avait écrit dans son carnet, c'est pour la campagne de Nicolas Sarkozy, enfin NS. Campagne, lui, il dira que NS, ça n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy, et que campagne, ça n'a rien à voir avec la campagne présidentielle. À cette question-là, les juges répondent oui. Est-ce qu'il y a eu des contreparties? Parce qu'un pacte de corruption, c'est la rencontre d'intérêts convergents. Est-ce que la France a consenti des faveurs pour le régime Kadhafi contre des formes de rationalité étatique? À cela aussi, les juges répondent oui. On a tenté de faire sauter le mandat d'arrêt du terroriste Abdallah Senoussi. On a voulu vendre du... Ce qu'il raconte dans le film, c'est que Sarkozy aurait accepté l'argent de la Libye, en échange de quoi Kadhafi aurait demandé donc la suppression du mandat d'arrêt contre son beau-frère, Abdallah Senoussi. Nucléaire contre l'avis d'Areva, la société de nucléaire, au tyran Mouammar Kadhafi. On l'a notabilisé sur la scène internationale, lui, le parrain du terrorisme, comme... Personne ne l'a jamais fait, et pour une raison simple, c'est que la France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Donc comme on a déroulé le tapis rouge à Kadhafi en décembre 2007, c'était une occasion unique de notabilisation pour Kadhafi. À ça aussi, les juges répondent oui. C'est ça qui est un pacte de corruption. Ça va peut-être surprendre ce que je vais dire. C'est ça aussi, il faut rappeler, jusqu'à ce que Sarkozy accueille Kadhafi en grande pompe à Paris pendant une semaine, alors que normalement c'est 3 jours les visites officielles. Et qu'il a été médiatisé à outrance, ça a participé à normaliser le régime de Kadhafi, d'une certaine manière. Au moins sur la scène internationale. Ça fait que il redevient crédible puisqu'il est accueilli en prince à l'Élysée, quoi. Mais que l'argent qui a été versé ait été retrouvé dans les comptes de campagne est indifférent en droit au pacte de corruption que je décris. Mais par ailleurs, l'enquête a trouvé dans la campagne de Nicolas Sarkozy quantité d'argent en grosses coupures d'origine douteuse, sur laquelle le trésorier de campagne a eu du mal à s'expliquer, puisque Éric Woerth avait dit que les grosses coupures qu'on avait retrouvées avaient été envoyées anonymement par la poste par des militants. Voilà. Je crois que chaque militant peut donner 7 000 € à un parti en son nom propre. Là, il restait 250 000 € de liquidité à la fin de la campagne. Donc dire c'est envoyé par la poste, faut pas se foutre de notre gueule, quoi.
Voilà. Karl, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je pense qu'il faut considérer aussi que, quel est le régime de Kadhafi au moment où Sarkozy y va ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un régime qui a été condamné à Paris et aux Pays-Bas pour des actions terroristes, donc en 99 et en 2000. Les actions terroristes, ils ont fait sauter des avions. Ils ont fait sauter le DC-18 en 89. Un an plus tôt, au-dessus de Lockerbie, un Boeing de la Paname. Et donc, ça ouvre une séquence pour l'État libyen qui est finalement catastrophique parce que les enquêtes démontre la culpabilité d'Abdallah Senoussi, de Muammar Kadhafi dans ces campagnes d'attentats. Et quand Sarkozy se rend en Libye, c'est assez peu de temps après cette séquence-là. C'est-à-dire que ça reste un État voyou, dirigé par dont l'appareil policier est dirigé donc par Abdallah Senoussi, qui est aussi qui veut à tout prix une respectabilité internationale, qui a coordonné le terrorisme pendant 15 ans là-bas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y va 6 mois, un an à peu près après Chirac, mais Chirac est allé avec un avion rempli d'hommes d'affaires. Lui, il y va. C'est un petit peu différent la manière dont il va, et c'est ce que montre l'enquête. Il y va grâce à Senoussi, c'est-à-dire que Ziad Takedine. Ouais, puis en plus c'était en mode, il envoie Claude Guéant quelques jours avant, comme ça se fait souvent. Donc c'était son directeur de cabinet, donc il l'envoie. Il note bien qu'il faut que la rencontre reste secrète, alors que normalement il n'y a pas besoin. Intermédiaire qui a portes ouvertes au sein du clan Sarkozy, il prend contact avec Abdallah Senoussi, et donc il prend contact avec le responsable des attentats, et il va nouer tout le pacte, l'arrivée, le voyage, les rencontres de Guéant se font à travers l'organisation d'Abdallah Senoussi. C'est pour ça que tout est conditionné en fait par cette démarche un pacte de corruption initiale, avec un terroriste et les plus proches de Nicolas Sarkozy. Avec un groupe qui a coordonné le terrorisme. Mais de toute façon, c'est toujours ceux qui dénoncent le plus le terrorisme, les islamistes, blablabla. C'est toujours ceux qui le financent le plus. C'est toujours ceux qui sont le plus main dans la main avec eux. Rappelle le FN, c'est eux ils ont le père Le Pen en tout cas avait des grandes parts dans la firme Lafarge qui a financé l'État islamique en Syrie pour pouvoir continuer à exploiter des matières premières pour leur béton. Mais en tout cas, ils ont financé donc l'État islamique et ils ont été jugés coupables pour ça. Et voilà. Et c'est pas anodin du tout. Et c'est des mecs du RN qui avaient fait passer des armes en France pour les revendre à des terroristes. Rappel, hein. On ne raconte pas une histoire au cinéma comme on écrit, par exemple, l'article du compte-rendu de la première audience hier. C'est pas la même chose. On travaille avec les images, on travaille avec les témoignages. Et pour moi, ce qui a été tout de suite très important, et je pense que ça fait consensus immédiatement avec Karl, Fabrice et Mika, au début, c'est de dire on ne va pas en rester simplement à l'affaire. On ne va pas en rester qu'à l'affaire. J'ai envie de dire presque au fait divers de l'affaire, mais on va essayer quand même d'élaborer, de réfléchir ensemble aux coûts démocratiques, aux enjeux démocratiques d'une affaire comme cela. Moi j'étais un peu critique sur l'aspect cinématographique, comme ils disent, parce que c'est un peu de la branlette intellectuelle. Enfin, ils font comme un envoyé spécial à mettre des gens projetés sur des murs et tout. Ça sert à rien, hein. Ça c'est pas très utile, hein. Ça apporte pas grand chose artistiquement, ça apporte pas grand chose au contenu non plus. Enfin bon, ils ont l'air de kiffer, ils ont l'air de s'amuser, tant mieux, hein. Par contre, c'est intéressant ce qu'il dit, le fait qu'ils aient été en mode ok, on va essayer de comprendre ou de réfléchir en tout cas à pourquoi il y a autant d'impunité et pourquoi cette affaire elle est aussi importante pour la bonne santé de notre démocratie en fait. C'est quand même l'ancien président de la République, le mec est accusé d'avoir été financé par un terroriste, quoi. Là on parle de plusieurs millions avec des mallettes de fric qui traversent la Méditerranée entre la Libye et la France, quoi. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles dans évidemment la rédaction de Mediapart vous soutenez, mais au-delà, est-ce que vous vous êtes dit en fait on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, il y a trop d'hostilité? Mais donc au départ, non, puisque on est plutôt content
d'avoir des archives inédites. Ça démarre des archives de Taqieddine, donc qui est l'homme au cœur de tout ça. Donc au début, on est plutôt, on ouvre la caverne d'Ali Baba, des documents. Donc maintenant, c'est sûr qu'en étant dépositaire de cette espèce de trésor documentaire quand même. Mais le personnage de Ziad Taqieddine, il a l'air passionnant. C'est un mec qui a, du coup, pendant des années, des dizaines d'années, fait des magouilles en tant qu'intermédiaire entre différents États. Donc, qui a notamment joué c'est un Libanais à la base, je crois, et qui a beaucoup, du coup, travaillé avec l'État français pour faire des petites magouilles et tout, quoi. Qui a été remplacé par notamment Alexandre Djouri, dont il parle aussi dans l'affaire, qui est aussi impliqué dans le financement de la campagne de Macron par les Algériens, par le pouvoir algérien de l'époque, de Bouteflika, etc. C'est un personnage du coup qui a été un peu lâché par le clan Sarkozy, et du coup qui s'est retrouvé un peu à la rue. Il s'est dit là je vais couler, du coup je vais emporter tous ceux que je peux avec moi. Donc il a commencé à déballer tous les détails du financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi. Et c'est pour ça qu'il est au centre de l'affaire, ce mec-là. On nous a regardé un petit peu de loin, à tort, puisque la justice s'en est emparée. Et c'est quand la justice s'en est emparée là, pour le coup, on aurait dit là, maintenant, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas examiné par la collectivité des médias ? Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas peut-être, effectivement, parce qu'il y avait cette contre-offensive un peu permanente des médias, du groupe Lagardère, des médias amis de Nicolas Sarkozy. Maintenant, les choses ont un petit peu évolué, mais toujours difficilement. C'est-à-dire que on voit même sur le champ, il y a quand même eu des sujets sur Cache Investigation. Enfin, faut reconnaître qu'il y a des journalistes qui ont fait, d'autres journalistes qui ont fait le travail en même temps. Hein. Il y a une explication rationnelle, c'est ce que dit Karl, c'est-à-dire qu'il y a des médias amis qui ont même parti lié avec Nicolas Sarkozy. Je veux dire, le groupe Lagardère, Nicolas Sarkozy est administrateur du groupe Lagardère. C'est quand même extraordinaire, parce que ça raconte. Ceux qui organisent des manipulations médiatiques ont au conseil d'administration du groupe propriétaire du média le mis en cause. Et c'est pas dit d'ailleurs dans les articles. Ça se passerait dans un autre pays, on se dirait que c'est quand même bizarre cette oligarchie, etc. Bon, ça, on peut comprendre. On peut comprendre qu'un journal comme Le Figaro, qui a des amitiés idéologiques, politiques fortes, qui a même appartenu pendant longtemps à un sénateur UMP du parti Nicolas Sarkozy, ne soit pas très allant sur le dossier. Bon, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'impensé sur comment c'est possible, et pour moi ça raconte quelque chose pour partie, une ultra-concentration des médias, où on voit concrètement les conséquences de ça, où dans la délinquance en col blanc, la corruption c'est la rencontre du pouvoir et l'argent, par définition les mises en cause ont une puissance. Mais c'est bien parce que en fait Mediapart, ils sont sûrement en France ceux qui sortent le plus d'affaires justement sur les politiciens. Et je trouve ça bien qu'ils aient un discours sur le fait que les autres médias font pas le travail, que l'investigation c'est de moins en moins une réalité dans la plupart des médias. Et c'est un choix parce que la plupart des médias comme BFM ou quoi, ils auraient les moyens de faire d'investigation, mais ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de soutenir la presse libre et certains services publics, enfin soutenir les services publics quoi qu'il en coûte. Parce que même si France Info c'est bien à droite, t'as quand même des trucs sur le service public comme envoyé spécial ou quoi. Et ça, on les aura plus s'il n'y a plus de service public, comme le RN veut le faire. Yannick, un mot là-dessus, peut-être, je ne sais pas quel était votre regard. J'aurais peut-être des mots un peu plus durs sur l'état de la presse en France et dans la manière d'expliquer les choses. Et si je pense qu'on peut rester mesuré, mais on peut avoir un discours un peu plus offensif sur effectivement le symptôme d'un monde médiatique aujourd'hui en France, par ses concentrations, par on va dire le milieu général des journalistes qui explique ça. Moi, je prendrai qu'un exemple, c'est l'éditorial de Barbier hier sur Radio J, quoi. Enfin, voilà, et le poids des éditorialistes justement pour porter le lac de cette information. Barbier, il dit clairement, il n'y a rien dans le dossier, il n'y a aucune preuve, c'est un procès politique. Voilà, en résumé. De toute façon, dès qu'il y a des procès en corruption, ils sortent toujours le joker, c'est un procès politique.
Le Pen a fait pareil, alors qu'il y a autant de preuves que là. Ils ont même avoué, en fait, au cours du procès du RN, qu'ils avaient du coup détourné d'argent, sans le dire comme ça, mais ils ont accepté, ils ont reconnu les faits. Et pourtant, ils vont aller devant la presse dire ah, mais c'est un procès médiatique, politique, on essaie de me traîner dans la boue, il n'y a pas de preuves. Et pourtant, dans les tribunaux, ces gens-là, ils sont toujours péteux, quoi. En train de dire ah bah mince, je savais pas, ah bah oui, vous avez raison. C'est toujours la même chose. C'est au-delà de la fainéantise, j'ai envie de dire. Parce qu'il pourrait quand même lire les articles, il pourrait s'intéresser à l'ordonnance de renvoi. Enfin voilà, il pourrait avoir des arguments, il n'en a pas. Donc on est très, très au-delà, effectivement, d'un mauvais travail. Vous n'avez pas des documents et puis vous recopiez et vous publiez des articles. C'est pas comme ça que ça marche. Comment on travaille sur cette masse documentaire qui, quelques mois après, va aboutir à ce que vous appelez le soupçon libyen et cette affaire de financement? On reçoit au début de l'année 2011 un mail de quelqu'un qui nous dit « j'ai peut-être quelque chose sur quelqu'un qui vous intéresse ». Tout est parti de là, c'est qu'ils ont reçu ces documents et ils ont commencé à dire on le connaît ce mec-là, il a été accusé dans des procès sur des financements de la campagne de Balladur. Et là, on retrouve des trucs dans ces dossiers sur Sarkozy et des trucs sur Kadhafi. Et ils se sont dit attends, faut creuser le truc là. Et c'est là que tout est parti, où ils ont pu commencer à tout recouper pour remonter à la source du financement libyen. C'est un voyage éclair, d'une journée. Merci de me recevoir malgré le ramadan. Officiellement, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas de mandat diplomatique, vient discuter avec Mouammar Kadhafi de questions liées au contrôle des flux migratoires et du terrorisme. Mais les officiels présents vont être surpris par un inhabituel et long tête-à-tête que les deux hommes vont avoir à cette occasion, hors caméra et en la seule présence de leur interprète. En réalité, ça a été le début d'une sorte de pacte faustien qui va se nouer entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, connaissant les velléités politiques de Nicolas Sarkozy de vouloir devenir le président de la République française, pour une raison simple, c'est qu'il en avait été informé par Ziad Takieddine, les notes des documents Takieddine le démontrent, propose d'aider Nicolas Sarkozy à conquérir le pouvoir en France. Yannick, ça c'est un moment particulièrement important du film. C'est un moment où les choses se nouent, où ce pacte de corruption s'établit, se crée d'une certaine façon. Oui, c'est presque le début de l'histoire d'une certaine manière. L'idée, c'était pas de raconter l'affaire dans sa chronologie, c'était de raconter l'enquête. C'était pas non plus de faire les coulisses du journalisme, mais c'était d'utiliser le moteur narratif et humain de l'enquête pour progressivement rassembler les pièces du puzzle, en tout cas les principales pièces du puzzle qui permettent à la fin au spectateur d'avoir une idée complète. Donc on voit qu'on fait des sauts quand même dans le temps, il y a des allers-retours, donc il y a une timeline, il y a toute une intensité aussi narrative qu'il faut créer au cinéma, parce qu'on fait un spectacle, après tout, le cinéma, quoi qu'on en fasse, c'est un spectacle. Donc autant que ça soit un bon spectacle, qu'on assied les spectatrices et les spectateurs sur leur fauteuil, et puis qu'on les tienne jusqu'au bout, quoi. L'autre moment clé de ce film et de ce que vous avez raconté depuis des années, c'est 2011, bien sûr, l'intervention de l'ONU sous l'égide de la France de Nicolas Sarkozy en Libye, qui va aboutir à la mort de Mouammar Kadhafi, dans une Libye qui se déchire. La question que tout le monde se pose, pour faire simple, c'est Nicolas Sarkozy a-t-il fait la guerre en Libye pour effacer les traces du financement libyen qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce stade, d'après les informations qu'on a aujourd'hui? Notre positionnement, c'est évidemment pas d'agiter des idées conspirationnistes pour dire qu'une guerre a été fabriquée de A à Z pour effacer les traces de compromission passées. En revanche, le fait est que dans le sillage des printemps arabes, il y a eu un début de guerre civile et de rébellion, de révolution dans la ville d'ailleurs dissidente de Benghazi en février 2011, après la Tunisie, après l'Égypte, et qu'il y a eu un opportunisme, une accélération de l'histoire décidée par Nicolas Sarkozy, qui a pris la tête d'une coalition internationale. Les Américains ont même appelé ça la guerre de Sarkozy, pour aller très au-delà
d'un mandat de l'ONU qu'il a obtenu pour renverser le régime Kadhafi, qui va même aboutir jusqu'à la mort du dictateur, qui n'était absolument pas prévu. Il y a eu une enquête parlementaire qui a été faite en Angleterre, qui était d'ailleurs dirigée par un conservateur du même parti que David Cameron, qui était un soutien de Nicolas Sarkozy dans la guerre, et qui a conclu que la guerre avait été déclenchée sur la foi d'informations, je cite, erronées. C'est intéressant, il dit que comme en Angleterre, il y a eu une enquête parlementaire sur cette question-là, sur les raisons de cette guerre, etc. Qu'est-ce qui a causé cette guerre et eux, ils disent que c'est sur la base d'informations erronées. Donc bon. Mais en France, il n'y a jamais eu ça, ni en justice, ni au Parlement. C'est quand même dingue. Elle aussi reste sans réponse sur certaines opérations militaires. Par exemple, le bombardement de la maison d'Abdallah Senussi, là où quelques années plus tôt, il avait rencontré secrètement Brice Hortefeux avec on se dit Ziad qu'une Takieddine. maison, en effet, c'est pas forcément stratégique. Voilà, moi je sais. Est-ce qu'une maison, en absence d'Abdallah Senussi, il y aura un mort civil dans ce bombardement, à côté d'une école, c'est une cible militaire. Bon. Karl, là, il y a le procès. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce procès? D'abord, à quoi peut être condamné Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il risque? Que risquent globalement ceux qui sont autour de lui, qui sont quand même assez nombreux, sa garde rapprochée, en tout cas son ancienne garde rapprochée, puisque maintenant il y a eu des divisions et il y a chacun qui s'accuse mutuellement finalement l'un et l'autre. Et voilà, pour nous dresser un portrait un peu de là où en est aujourd'hui Nicolas Sarkozy judiciairement dans cette affaire et dans les autres, puisqu'il y a un certain nombre d'affaires, soit déjà jugées, soit encore en cours. Oui, alors, ce qui est très spécifique quand même, donc c'est que, on l'a déjà dit, mais c'est que il est condamné déjà en appel dans l'affaire Big Malion, que là sa condamnation est définitive pour corruption dans l'affaire Bismuth. Donc effectivement, on sait qu'il se rendra peut-être bientôt chez le juge d'application des peines pour son bracelet électronique pour purger les 1 an de prison ferme qu'il a condamné. Donc le contexte judiciaire est quand même extrêmement lourd pour lui. Là, ce qui est spécifique quand même. Mais il sait très bien qu'il aura rien. Il aura un bracelet électronique encore. Il s'en fout. Il s'en fout. Et après, il peut aller comme pour l'affaire Bismuth à la Cour européenne des droits de l'homme, je crois. Enfin bref. Il y a eu un bras de fer sur la question hier à l'audience. C'est quand même l'ancien président. Il est mis en cause. Et donc, le bras de fer consiste à dire mais il est ancien président, donc le tribunal n'est pas le bon. Il faut qu'il aille dans la Cour de justice de la République. Cour de justice. C'est qu'il a mais la réalité est tout autre, puisque les juges ont considéré. Et puis, il y a toute une collectivité de magistrats qui ont déjà examiné tous ces recours, etc. Donc tout ça a déjà été mis sur la table, donc tout ça va être balayé. Mais quand même, ça met quand même l'accent sur le fait que, oui, c'est quand même un ancien président, c'est quand même 3 ministres, c'est quand même des intermédiaires, c'est quand même et une nuée d'intermédiaires, etc. Donc on a cette particularité, c'est que toutes ces personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs. Et ça, c'est quand même corruption, avec évidemment la corruption, recel de détournement de fonds publics. Donc ça, c'est la spécificité de cette enquête. C'est-à-dire que les juges ont estimé qu'il était effectivement possible de démontrer qu'une association de malfaiteurs s'était constituée pour détourner des fonds publics libyens et pour être après les receleurs de cette corruption. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du procès. Il risque quoi? Il risque 10 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Et c'est vrai que le procès, c'est un moment unique, parce qu'il y a une unité de lieu, de temps et de personnes. C'est-à-dire qu'ils sont tous là au même moment, au même endroit. Et donc, devant du public et devant la surveillance de la presse, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai que quand on connaît le dossier d'instruction, il y a des choses spectaculaires qui se sont passées dans le secret des cabinets d'instruction. Karl l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais enfin, il y a tellement rien dans ce dossier que Nicolas Sarkozy, en interrogatoire en octobre 2020, juste avant d'être mis en examen pour association de malfaiteurs, quand il est confronté aux éléments concrets, cliniques, froids de la procédure, il fait quelque chose d'incroyable. Il lâche ses 2 plus dévoués lieutenants. Mais quand je dis il lâche, il jette sous le bus Brice Hortefeux et Claude Guéant, en disant « je n'avais pas d'éléments pour connaître la réalité de leur vie », en disant qu'ils ont commis des fautes, des erreurs, en disant aux juges « ce qu'ils ont fait, vous me demandez si ça me choque ?» Oui, ça me choque. Et ce qui est fou, c'est qu'il a lâché tout le monde, tout son clan. Tout son clan, il les a jetés sous le bus.
Alors que c'est des gens... Claude Guéant et Brice Hortefeux, c'est des salauds et c'est des pourritures. Mais en termes de loyauté, eux, ils étaient derrière lui, ils l'ont soutenu, ils ont fait des trucs pour lui illégaux, etc. Et à la première occasion où on lui dit ouais, là, vos copains là, des 50 dernières années, là, c'est un peu des mafieux quand même. Ah bah oui. Je vais même vous en dire plus si vous voulez. Bon, donc ça, c'est pas rien pour un ancien président d'avoir fait ça. Est-ce qu'il va répéter ça à l'audience avec Claude Guéant ici et Brice Hortefeux là? Parce que c'est vraiment comme ça que ça s'organise. Ah bah alors là, c'est impressionnant. En fait, l'ancien président et les 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, sont assis côte à côte sur 4 strapontins. Donc on a des décennies, peut-être même plus d'un siècle de pouvoir et de mandats cumulés, assis sur 4 strapontins qui doivent répondre à l'accusation d'avoir été au cœur d'un pacte de corruption avec une dictature. C'est quand même une scène un peu inouïe à laquelle nous avons assisté hier au tribunal. Mais là, les parties civiles, parce qu'il y a quand même les 3 principales associations anticorruption, Sherpa, Anticor et Transparency International, qui se sont constituées parties civiles. C'est vrai que c'est quand même ouf comme scène, comme procès. Genre, j'imagine d'être dans la salle là, à part les potes de Sarko et lui, tous alignés sur un banc en train d'être accusés et tout. J'avoue que ça donne un peu envie hein, quand même. Les victimes de l'attentat du DC-10 UTA sont partie civile. Le parquet national financier, en fait, ils vont pouvoir dire à Nicolas Sarkozy, mais enfin, vous avez dit ça sur Claude Guéant, vous avez dit ça sur Brice Hortefeux, vous pouvez nous préciser. Donc, ça va être... En fait, là, dans un procès, il y a un effet de, c'est ce que dit Karl, de révélation publique de ce que nous, on sait dans le dossier. Et donc là, ça va être extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des condamnations. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour ça. Mais le procès, il y a fort à parier qu'il y aura des événements assez inédits qui vont s'y produire. Ce qu'il faut un peu surveiller aussi, c'est est-ce que son statut politique va changer. Ça c'est aussi une question, je trouve que c'est aussi un enjeu démocratique. Est-ce qu'un ancien président avec un bracelet électronique, il va encore inaugurer Notre-Dame ou il va encore être à la descente de l'avion des Seychelles? En tout cas, il va aux Seychelles. Un président avec un bracelet électronique va aux Seychelles. Donc bon, il pourra aller à l'inauguration de Notre-Dame s'il a envie. Voire représenter parfois Emmanuel Macron dans certains pays. Est-ce qu'il va garder les moyens de l'État pour assurer un cabinet qui, par ailleurs, le cabinet est présent à l'audience? Il y a un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas pris en compte, je trouve, par la collectivité politique, entre guillemets, du pays. Eh bien, alors, ce procès... oui, Yannick, un dernier mot. Non, je disais, moi, je n'ai pas l'expérience qu'ils ont des prétoires et voilà, de ce type de procès, mais j'étais surpris, moi, hier, d'entendre Christophe Ingrin, donc l'un des défenseurs de Nicolas Sarkozy, commencer par plaider en disant à nouveau il n'y a rien dans ce dossier, c'est un procès politique, c'est une machination des juges. Je me dis quand même, il démarre vraiment au bout du stade. Il va falloir que l'instruction les ramène un peu au centre du terrain. Avec des effets de réalité ils ont vraiment, on a le sentiment qu'ils démarrent vraiment du bout du stade. Quoi. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir le film. Personne n'y comprend rien parce qu'il permet vraiment de mieux saisir les tenants de toute l'affaire parce que ils vont de vraiment partir de là où ils sont, enfin expliquer de là où ils sont partis avec justement les documents Takedine, etc. et retracer tout l'historique de leur enquête qui les fait revenir dans le passé un peu pour mieux comprendre ce qui s'est passé par exemple en 2006, 2007, etc. alors qu'ils sont déjà eux en 2012 en train d'être attaqués sur un procès par rapport à... Enfin, ils sont en procès avec justement Brice Hortefeux et Sarkozy sur l'authenticité des documents qui montrent, qui sortent, etc. Ils sont attaqués en diffamation, blablabla. Enfin bon. Et c'est assez intéressant, c'est assez complet. Et si jamais vous n'avez pas la thune, vous n'avez pas le temps d'aller vous déplacer jusqu'au cinéma, en tout cas sur Mediapart, ils ont mis en accès libre, je crois, toutes les infos et les récapitulatifs des articles, etc. Donc ça peut en tout cas déjà être ça. Et aussi, je crois qu'ils feront un abonnement à 1 euro en ce moment. Parce qu'ils sortent le film, etc. Enfin bref. Si ça vous intéresse, il n'y aura plus qu'à aller sur cette petite page. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. Et puis merci, à la prochaine.